Bonjour à tous, bonjour chers actionnaires, merci de votre présence à cette Assemblée Générale de Wavestone, une Assemblée Générale exceptionnelle, qui sera une Assemblée Générale mixte, amenée à se prononcer sur le projet de rapprochement entre Wavestone et Cuperior. Je suis Pascal Imbert, président directeur général de votre société, et je vais présider cette Assemblée. À mes côtés, Patrick Irigoyen, directeur général délégué, Laurence Toupy, directeur financier, qui interviendront tout à l'heure dans la partie présentation du projet que nous aurons l'occasion de parcourir ensemble. Certains d'entre vous participaient à cette Assemblée générale à distance, donc merci également de votre présence. Que vous soyez présents physiquement ou à distance, vous aurez tous la possibilité d'intervenir au moment de la session de questions-réponses via le chat pour les personnes qui sont connectées à distance et à l'oral, ici, dans la salle, il y a un micro qui vous sera proposé. Et surtout, vous aurez tous la possibilité de voter, soit à l'aide du boîtier électronique qui vous a été remis à l'entrée de cette salle, soit sur le site Internet de l'Assemblée, à moins que vous n'ayez voté préalablement sur Internet ou en renvoyant un formulaire de vote par correspondance. Je précise que cette Assemblée a été ouverte à quelques personnes non actionnaires, analystes financiers, j'ai vu également des journalistes, et donc, chers actionnaires, j'espère que vous ne vous opposez pas à la présence de ces personnes externes. Je précise également que cette Assemblée est enregistrée et qu'elle sera accessible sur le site Internet de Wavestone. Toutes les modalités légales relatives à cette Assemblée générale ont été respectées. L'Assemblée a été régulièrement convoquée par le Conseil d'administration. Ont été également convoqués les commissaires aux comptes de votre société, le cabinet Acanexia représenté par Sandrine Gimat, qui est présente au fond de la salle, mais il y avait une place réservée pour vous au premier rang, c'est pas grave, ainsi que le cabinet Mazars représenté par Bruno Pouget, qui est également présent au fond de la salle, parce que c'est un collège de commissaires aux comptes, et ce collège est très soudé, donc vous êtes tous les deux présents au fond de la salle. Les représentants du comité social et économique de Wavestone ont été invités. Il s'agit de Paul Ricciardi, qui est également présent au fond de la salle, qui va se lever pour que nous puissions l'identifier. Merci Paul. Ainsi que Olivia Bétain, qui, elle, est présente à distance. La feuille de présence électronique a été émargée par les actionnaires ou leurs mandataires en entrant en séance. Je voudrais également signaler la présence d'un certain nombre de personnes au sein de l'assistance, en présentiel ou à distance. Tout d'abord, Pierre Allard, qui est présent au premier rang, qui représente le FCPE Wavestone Action, des actionnaires salariés français de votre société, et Stéphane Georgiev, qui est le président du FCPE Wavestone Shares, qui assiste à cette réunion à distance, a priori depuis le Luxembourg, puisque Stéphane est un salarié de Wavestone Luxembourg, donc qui va assister à cette présentation et à cette Assemblée générale à distance. En dehors de 2 personnes empêchées ce matin, les membres du conseil d'administration sont tous présents, je les en remercie. Et enfin, Carsten Hoppner, CEO de Cuperior, et Astrid Blechschmidt, qui est partenaire chez Cuperior, dont les nominations au conseil d'administration de Wavestone vont être soumises à votre vote tout à l'heure. Carsten et Astrid sont également présents au premier rang de cette assemblée. Peut-être que vous pouvez vous lever, Carsten et Astrid, pour que nous puissions vous identifier. Et ce sentiment de puissance qui consiste à faire lever les personnes les unes après les autres au sein de la salle. Tu en es encore là. Il reste jeune. Les documents requis sont mis à votre disposition dans cette salle pour que vous puissiez les consulter. Et il nous revient maintenant de constituer le bureau. Donc je vais proposer... je vais demander à Michel Dancoine, qui peut-être se lever, cofondateur de Wavestone. Merci Michel. Et Pierre Allard, qui s'est déjà levé tout à l'heure, donc je ne savais pas. Qui sont les 2 actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix après moi, vont assurer la fonction de scrutateur. Je vous propose en outre de désigner en tant que secrétaire de séance
Maître Olivia Guéguin, je vous épargne le fait de vous lever puisque vous êtes déjà à la tribune, conseil de la société, et donc je vous propose qu'elle soit effectivement notre secrétaire de séance ce matin. La feuille de présence provisoire devrait m'être communiquée d'une seconde à l'autre par Uptevia, notre teneur de compte. J'ai celle-ci. C'est Olivia, si vous retenez. Et donc, j'ai le plaisir de vous dire que le quorum est très largement atteint, aussi bien en ce qui concerne l'AGO que l'AGE. Il y a 922 actionnaires représentés, qui représentent 90,67% des actions de Wavestone. Donc vous voyez, on a une participation exceptionnelle à cette Assemblée générale. Je vous en remercie grandement. Et donc cette Assemblée va pouvoir délibérer avec l'atteinte de ces quorums, mais par ailleurs avec une légitimité tout à fait particulière, compte tenu du très important niveau de participation. Et donc nous explosons les quorums à la fois pour l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire. Il me reste à vous informer que le Comité social et économique n'a pas formulé d'observation à l'attention de cette Assemblée générale. Et je vous rappelle que le Comité social et économique a émis un avis favorable à l'unanimité quant au projet que nous soumettons à votre approbation aujourd'hui. Le détail de cet avis est disponible sur le site internet de Wavestone. Patrick, Laurent, je pense que nous sommes maintenant fin prêts. Cette Assemblée est régulièrement constituée. Nous pouvons entamer nos débats. L'Assemblée va comprendre 3 parties. Tout d'abord, la présentation du projet de rapprochement entre Wavestone et Q-PERIOR. Et nous profiterons de cette présentation du projet pour également vous tenir informé de l'activité de Wavestone et pour commenter les résultats semestriels que nous avons publiés hier soir. Suivra la séance de questions-réponses. Et enfin, nous procéderons au vote des résolutions. Donc, entamons la première partie de cette Assemblée et je passe la parole à Patrick pour entamer cette présentation. Bonjour à tous. Donc, quelques mots pour rappeler notre fiche d'identité. Wavestone est un cabinet indépendant, pure player du conseil. Le métier de Wavestone, c'est de guider, accompagner les grandes entreprises dans leurs transformations les plus structurantes. Le cabinet possède des compétences sectorielles centrées sur le cœur de métier de ses clients, des compétences technologiques centrées sur le digital, l'IT, la cybersécurité, la data ou encore l'intelligence artificielle, ainsi que des compétences en développement durable. Toutes ces compétences, nous les conjuguons étroitement au sein d'équipes pluridisciplinaires afin d'apporter à nos clients une réponse à 360 degrés face aux grands enjeux de transformation auxquels ils ont à faire face. Wavestone réalise un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros avec plus de 4000 collaborateurs présents en Europe, aux États-Unis et en Asie. Je vais revenir sur l'actualité de notre semestre avant de parler du rapprochement avec Q-PERIOR. Donc, sur l'ensemble du premier semestre 23-24, Wavestone a dégagé un chiffre d'affaires total de 276,7 millions d'euros, en croissance soutenue de 17%. À périmètre constant, c'est-à-dire hors Penn Partnership et Cohus Consulting, respectivement consolidés à partir du 1er août et du 1er octobre 2022, et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 12%. Cette croissance organique dynamique a été réalisée en dépit d'un effet jour défavorable de moins 2,2%. Elle a bénéficié de la progression embarquée des effectifs au terme de l'exercice 22-23 et surtout de l'intensification commerciale des derniers trimestres qui nous a permis de tirer parti de cette progression des effectifs dans un marché moins porteur. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel courant de 36,8 millions d'euros en forte progression de 24% par rapport à la même période de l'an dernier. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 13,3% contre 12,5% un an plus tôt, et ce malgré l'effet jour défavorable que je rappelais tout à l'heure. Cette progression dans un environnement de marché dégradé s'explique par un bon ratio prix de vente sur salaire et par une bonne maîtrise de nos charges. Le résultat opérationnel s'est quant à lui établi à 32,2 millions d'euros en croissance de 29%. Et au final, le résultat net part du groupe ressort à 23 millions d'euros à l'issue du premier semestre 23-24, en progression de 28%. Par rapport au premier semestre 22-23, la marge nette semestrielle s'est donc établie à 8,3% contre 7,6% un an plus tôt. Si l'on regarde le déroulement de cette période sous l'angle de nos KPI, sur l'ensemble du premier semestre 23-24, le taux d'activité s'est élevé à 73%,
après avoir reculé en fin d'exercice dernier 71% au quatrième trimestre pour rappel, celui-ci s'est progressivement rétabli. En ce qui concerne les prix, le taux journalier moyen s'est établi à 900 € au premier semestre, en croissance de 1,1% par rapport aux 890 € constatés sur l'ensemble de l'exercice précédent. À taux de change constant, le taux journalier moyen s'est élevé à 902 € en progression de 1,3%. En ce qui concerne le carnet de commandes, il s'est établi quant à lui à 3,6 mois à fin septembre, en recul par rapport aux 4 mois du 31 mars dernier. Ceci est le résultat du ralentissement de la prise de commande traditionnellement constatée pendant l'été, ainsi que de la dégradation du contexte de marché. En ce qui concerne les ressources humaines, le turnover a poursuivi sa décélération et se stabilise sur 12 mois, glissant à 14% à fin septembre, contre 16% au 31 mars dernier. Compte tenu de l'environnement économique dégradé et du recul du turnover, nous maintenons un rythme de recrutement ralenti sur notre exercice. Et finalement, Wavestone comptait 4 305 collaborateurs au 30 septembre 2023 contre 4 406 à fin mars, à l'issue de l'exercice. Malgré la modération des efforts de recrutement, nous visons des effectifs en progression sur l'ensemble de l'exercice 23-24. J'en viens à nos perspectives pour la fin de l'exercice 23-24. Les premiers mois de l'exercice ont donc été dynamiques, nous permettant de dégager une croissance et une rentabilité solides, qui sont très directement les fruits de l'accélération de notre action commerciale entreprise depuis quelques trimestres. Le taux d'activité s'est progressivement rétabli après le fléchissement que j'évoquais tout à l'heure, les prix de vente sont solides, le ratio prix de vente sur salaire est bien orienté et les coûts restent maîtrisés. Pour autant, ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier que l'environnement de marché est difficile et incertain. La demande est globalement ralentie et les clients sont plus attentifs dans l'engagement de leurs dépenses de conseil. Certains secteurs comme la banque, le retail ou le secteur public sont particulièrement impactés, mais heureusement, d'autres secteurs tels que l'assurance, l'énergie, le luxe ou encore le transport font preuve de résilience. Et comme souvent dans ce type de période, les projets à dominante technologique se montrent particulièrement résistants, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, des infrastructures IT ou encore qu'il s'agisse de projets data et IA, avec une mention particulière sur la montée en puissance des demandes autour de l'intelligence artificielle générative. En résumé, un contexte de marché délicat qui nous incite à la prudence pour le deuxième semestre, en particulier les premiers mois de l'année civile 2024, mais des opportunités subsistent et à nous de savoir les transformer en maintenant une action commerciale intense et en veillant à rester agile. En dépit du contexte de marché, nous confirmons donc nos guidance et notre objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 580 millions d'euros, soit une croissance de 9%, dont 7% à périmètre constant, et malgré un effet jour défavorable de moins 1,6% sur l'ensemble de l'exercice. Un objectif de CA qui tient compte d'une dynamique de croissance moins soutenue au deuxième semestre de 23-24, en ligne avec le contexte de marché et avec les prudences dont nous avons fait preuve en matière de recrutement. Nous confirmons également nos objectifs de dégager une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. Ces objectifs tiennent compte de l'impact de la consolidation en année pleine de Penn Partnership et de Cohus Consulting. Ils s'entendent à taux de change constant et hors Cuperior ou toute autre nouvelle acquisition. Et j'invite maintenant à monter sur l'estrade Carsten Hoppner. Je vous demande de lui faire un applaudissement chaleureux. Et Carsten va s'exprimer en français. Voilà. Encouragez-le. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le point de franchir la dernière étape pour donner vie à notre projet commun et je suis très heureux de vous présenter Cuperia aujourd'hui. Cuperia est né de la fusion des sociétés Agens, Paricon et Esprit que j'ai fondée avec 3 collaborateurs en 1995. Et suite à cette fondation en 2011, nous avons créé le nouveau nom Cuperia et nous avons envisagé l'avenir avec des objectifs plus précis qu'avant. Nous voulions être une entreprise qui place ses clients et ses employés au centre de ses ambitions.
et qui prend ses responsabilités envers la société et l'environnement. Et nous voulions aussi doubler nos ventes tous les 5 ans. Jusqu'à présent, nous avons réussi et avons atteint nos objectifs grâce à une combinaison de forte croissance organique et des acquisitions ciblées. Et voilà. Et nous sommes aujourd'hui devenus l'un des principaux cabinets de conseil dans l'Allemagne et, on peut dire, dans les pays germanophones. Avec un chiffre d'affaires de 285 millions d'euros en 2022, nous sommes l'un des 3 plus grands cabinets de conseil en management indépendant en Allemagne. Nous offrons une expertise sectorielle approfondie, combinée à des compétences transversales bien fondées. Ça nous permet, notre expertise sectorielle verticale nous permet de conseiller nos clients avec des spécialistes expérimentés et nous donne un avantage compétitif par rapport aux autres cabinets de conseil qui sont moins spécialisés. Notre compétence transversale nous permet de déployer des collaborateurs dans des différents domaines et de développer notre empreinte dans des nouveaux secteurs d'activité. Et en plus de notre activité en Allemagne, nous sommes très fortes, nous avons une très forte présence en Suisse et en Autriche, et nous avons des filiales en Angleterre et en Amérique du Nord. Et nous comptons en total à peu près 1400 personnes qui travaillent pour nous. Nos clients sont des grandes entreprises de renom qui réalisent des transformations importantes dans leur processus et leur technologie d'information. Et je vous donne 2 exemples de projets réalisés avec nos équipes. À gauche, vous pouvez voir une entreprise ferroviaire européenne de renom et qui s'est fixé l'objectif pour réduire durablement ses coûts énergétiques pour le transport des passagers. Un aspect important pour ça, c'est le style de conduite des conducteurs des locomotives. À quelle vitesse accélèrent-ils et comment freinent-ils? C'est comparable au style de conduite d'une voiture. Et le style de conduite d'une voiture a un impact sur la consommation de carburant. Nous avons créé une application dans laquelle la consommation électrique réelle est mesurée et les conducteurs de locomotives peuvent se comparer à leurs collègues sur le même itinéraire afin de réduire leur propre consommation électrique. Ça, c'était un projet très passionnant qui a eu aussi un bon impact sur l'environnement. Aussi, un autre projet qu'on a fait, que nous avons accompagné un grand groupe d'assurance vie dans la transformation de nombreux contrats d'assurance. Les contrats en forme de papier de l'origine ont été modifiés en format électronique avec l'aide de l'intelligence artificielle. Cela a permis aux clients de pouvoir mieux évaluer les risques des contrats. Dans ce projet, nous nous sommes distingués par notre expertise en assurance et aussi dans notre expertise en intelligence artificielle. Et ces 2 projets vous donnent une petite idée à ce qu'on fait au moment et à ce qu'on a envie de faire dans le futur, même plus fort que maintenant, avec la collaboration de Wavestone. Et voilà, merci beaucoup. Merci Carsten pour cette présentation de Cuperior. Et maintenant, je vous propose d'en venir à notre projet commun. Quelle est son origine et que souhaitons-nous faire ensemble? Ce projet, c'est un mariage entre 2 acteurs de conseil reconnus, Cuperior et Wavestone, donc, en vue de créer un champion européen du conseil d'envergure mondiale. Cuperior et Wavestone se connaissent déjà bien. Nous avons établi un partenariat non capitalistique depuis 2019. Ce partenariat avait pour objectif de tirer parti de nos complémentarités en termes de géographie et accessoirement en termes de secteur économique de nos clients et d'expertise. Ce partenariat a été fructueux. Vous pouvez voir sur ce slide quelques exemples de projets que nous avons menés ensemble. Et surtout, sur le plan humain, ces années de collaboration
ont démontré que nous partagions les mêmes valeurs et le même sens du collectif, avec de nombreux retours positifs provenant de nos équipes sur la facilité à travailler entre des collaborateurs de Cuperior et des collaborateurs de Wavestone. Des résultats positifs qui nous ont paru offrir un terrain prometteur pour aller plus loin. Et c'est ce qui nous a amené à imaginer, depuis le début de l'année 2023, un projet commun. Un projet visant à répondre aux défis de transformation des plus grandes entreprises. Grâce à un changement de taille significatif, les transformations sont de plus en plus profondes. Et le fait d'acquérir une masse critique de compétences, une capacité à avoir un impact fort chez nos clients, est un avantage concurrentiel indéniable pour viser les plus grandes opérations de transformation. Et ce projet nous permet par ailleurs de complètement changer l'empreinte géographique que nous avions chacun de notre côté, Cuperior et Wavestone, pour nous permettre d'étendre notre capacité à intervenir chez nos clients et d'intégrer au sein de nos entreprises un véritable ADN international, nous permettant d'avoir un partenariat étroit avec nos grands clients internationaux. Mais tout ceci, tout en restant fidèle à un socle de valeurs communes entre les deux cabinets, des valeurs qui sont presque cardinales au sein de nos entreprises, que nous avons décidé de continuer à désigner sous le nom de The Positive Way, qui représente à la fois les engagements de nos entreprises sur le plan des ressources humaines, sur le plan du développement de nos collaborateurs, comme sur le plan de notre engagement à satisfaire nos clients et à nous comporter en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. Le projet que nous soumettons à votre approbation a vocation à donner, dès le premier jour, naissance à un acteur d'une dimension nouvelle, avec 835 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 5500 collaborateurs, répartis dans 17 pays en Europe continentale, avec un rôle de leader sur les 3 plus grands marchés d'Europe continentale, l'Allemagne, la France et la Suisse, mais également avec des positions solides au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie. Ce nouveau Wavestone aura une empreinte géographique équilibrée. Vous voyez que pratiquement aucun pays ne représentera plus de 50% ou significativement plus de 50% du chiffre d'affaires de Wavestone, ce qui change bien entendu la résilience et la capacité de ce nouvel acteur à résister aux cycles qui peuvent être différents d'un pays à un autre. Sur le plan sectoriel, le nouvel ensemble deviendrait un acteur de premier plan dans les principaux secteurs d'activité économique, la banque, l'assurance, l'énergie, le transport ou encore l'industrie, avec une mention particulière de l'industrie automobile, parce qu'il ne vous aura pas échappé que Cuperior est un cabinet allemand et donc, bien sûr, a une très forte compétence dans tout ce qui concerne l'industrie automobile. Mais ce rapprochement, au-delà du premier jour, il donne surtout naissance à un acteur qui a tous les atouts pour entamer une nouvelle étape de croissance. Avec un premier objectif à fin mars 2025, qui est de dégager un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros pour un résultat opérationnel courant d'au moins 130 millions d'euros, hors nouvelles acquisitions qui pourraient intervenir d'ici là. Et à plus long terme, nous visons un développement continu à un rythme de croissance annuel moyen de 15%, combinant croissance organique et acquisition ciblée, suivant un modèle qui est éprouvé par chacune de nos entreprises, tout en visant une marge opérationnelle courante que nous comptons progressivement porter à 15%. Ce projet n'est pas qu'un projet visant des performances financières. Au-delà de ces performances financières, nous nous fixons également des objectifs ambitieux en matière de ressources humaines, de développement de nos collaborateurs et en matière de responsabilité, avec notamment l'ambition de nous classer parmi les 5% des entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Voilà le côté industriel de ce projet, et je passe la parole à Laurent qui va rentrer peut-être plus particulièrement dans les modalités de l'opération. Merci Pascal. Donc l'opération de rapprochement se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de la société mère de Cuperior sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros, dont 321,9 millions d'euros de valeur des capitaux propres et 8,1 millions d'euros d'endettement net ajusté. Au prix ferme de 321,9 millions d'euros pourrait s'ajouter un complément de prix
d'un montant maximum de 35 millions d'euros, conditionné aux résultats opérationnels courants de Cuperior au 31 mars 2024. L'opération sera financée à hauteur de 79% du prix ferme par l'émission d'actions nouvelles Wavestone sur la base d'un prix de référence de 54 € par action, soit un total de 4 709 840 actions nouvelles. Le solde du prix ferme, soit 67,6 millions d'euros, et le cas échéant, le complément de prix, serait financé en numéraire sur les fonds disponibles de Wavestone. L'opération devrait être relutive à partir de l'année fiscale 2024-2025, première année complète de consolidation des deux entreprises. Sur ce slide, nous vous présentons ce que serait la répartition du capital du nouveau groupe sur la base des modalités que je viens de partager avec vous. Les principaux actionnaires de contrôle du nouvel ensemble formeraient une action de concert qui deviendrait le nouvel actionnaire de contrôle de Wavestone. Ce concert, représentant 60,19% du capital, serait composé de Pascal Imbert, de Michel Dancoine et des actionnaires majoritaires de Cuperior, représentés par Carsten Hoepner. L'action de concert serait sous-tendue par un pacte d'actionnaires d'une durée de 10 ans, témoignant d'un alignement fort et durable. En complément, cet engagement des actionnaires de l'action de concert serait renforcé par un mécanisme d'engagement de conservation des titres Wavestone d'une durée de 4 ans avec dégressivité. Les actionnaires minoritaires de Cuperior seraient quant à eux soumis à un mécanisme d'engagement de conservation d'une durée de 2 ans avec dégressivité. Je laisse maintenant la parole à Pascal qui va présenter la gouvernance du nouvel ensemble. Dans le cadre de ce projet, nous soumettons également à votre vote aujourd'hui la nomination de 2 nouveaux administrateurs issus de Cuperior, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, Carsten Hoepner et Astrid Blechschmidt, afin de refléter la nouvelle structure actionnariale que vient de présenter Laurent et afin d'internationaliser le Conseil. Avec ces 2 nominations, le Conseil compterait toujours un fort taux d'indépendance, 42,9% de membres indépendants et 45,5% de femmes hors représentant des salariés et des salariés actionnaires, suivant le mode de comptabilisation qui est prévu par le Code de commerce. Pour être tout à fait complet, je vous informe que la nomination d'un nouvel administrateur indépendant permettant de poursuivre l'internationalisation du Conseil sera proposée au vote des actionnaires à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de juillet 2024, l'Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes au 31 mars 2024. En ce qui concerne l'équipe dirigeante, si vous approuvez ce projet, Carsten Hoepner a vocation à être nommé directeur général délégué de Wavestone aux côtés de Patrick Irigoyen. Et donc la direction générale de Wavestone, aujourd'hui composée de 2 personnes, Patrick et moi-même, serait donc portée à 3 personnes. Et donc nous sommes impatients avec Patrick d'accueillir Carsten dans notre petit club. Bien entendu, il est également prévu que des dirigeants de Cuperior rejoignent les organes de gouvernance opérationnelle de Wavestone et notamment l'Executive Committee du cabinet. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les résolutions qui sont soumises à votre approbation aujourd'hui sur le site internet de Wavestone. Je vais simplement pointer quelques informations qui me paraissent particulièrement importantes. Permettez-moi tout d'abord d'attirer votre attention dans le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale mixte sur la neutralisation des droits de vote de Michel Dancoine et moi-même, qui est explicité à la page 4 de ce rapport. En effet, de manière un petit peu particulière, Michel Dancoine et moi-même avons pris l'engagement de neutraliser nos votes pour le vote des premières et deuxièmes résolutions, les résolutions qui sont le cœur de cette Assemblée générale, puisque ce sont les résolutions qui visent à approuver l'apport des actions Cuperior et à approuver la rémunération de cet apport par l'émission d'actions nouvelles Wavestone. Ce sont donc les actionnaires minoritaires de Wavestone uniquement, les actionnaires hors bloc de contrôle, qui vont se prononcer souverainement sur cette opération, qui pourrait entraîner l'élargissement donc du bloc majoritaire contrôlant Wavestone. Ce rapport présente également le profil des nouveaux administrateurs dont la nomination est proposée à l'Assemblée. Carsten Hoepner, tout d'abord, vous voyez sur ce slide un petit résumé du parcours, s'il est possible de résumer un parcours aussi riche. Un petit résumé du parcours de Carsten, qui est
à la fois le CEO et, comme il l'a évoqué tout à l'heure, l'un des cofondateurs d'Esprit Consulting, qui est l'une des sociétés qui a constitué Cuperior. Et vous voyez également apparaître le parcours d'Astrid Blechschmidt, partenaire chez Cuperior, qui, au-delà de son rôle de partenaire, a des responsabilités particulières en matière de formation, de promotion, et en particulier de promotion des nouveaux partenaires et d'accompagnement des nouveaux partenaires chez Cuperior, et également un rôle en matière de diversité au sein de l'entreprise. Au sein du document d'exemption que vous pouvez également trouver sur le site internet de Wavestone, vous trouverez les comptes pro forma relatifs au nouvel ensemble dont nous avons illustré les chiffres clés dans cette présentation, ainsi que le rapport de nos commissaires aux comptes sur ces comptes pro forma, ainsi que l'opinion de nos commissaires aux comptes sur ces comptes pro forma. Vous trouverez enfin sur notre site les rapports du commissaire aux apports qui a veillé donc à évaluer à la fois la valeur des apports et l'équité de la rémunération de ces apports par l'émission d'actions nouvelles Wavestone. Ce commissaire aux apports, Finexi, donc, a produit ces 2 rapports que vous pourrez trouver sur notre site internet à la section Assemblée générale. Je pense que nous avons donné tous les détails relatifs à ce projet et je vous propose maintenant de passer à la séance de questions-réponses. Benjamin Clément, que vous connaissez bien, nous rejoint pour orchestrer cette séance avec sa maestria coutumière. Et je précise, pendant qu'il s'installe, que la société n'a pas reçu de questions écrites. Et donc maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Benjamin, je te laisse orchestrer. Exactement, nous allons avoir un micro qui est juste ici. N'hésitez pas à lever la main en salle. Et pour mémoire, cette assemblée est retransmise en direct et nous pouvons recevoir des questions écrites, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc je propose de laisser la priorité à la salle. Si l'un ou l'une d'entre vous a des questions, j'en ai plusieurs, une ici, puis une ici. Allez-y, monsieur Dussault. Bonjour Monsieur Imbert, Jean-Claude Dussault, actionnaire individuel. J'ai une question. Est-ce que ce rapprochement va induire un montant de goodwill? Parce que je suppose que comme vous acquérez des titres, vous n'acquérez pas de biens matériels, si je puis dire. Vas-y. Non, je ne voudrais pas t'empêcher de... Monsieur Dussault, vous semez le trouble au sein de la... Laurent Stoupier, comme vous le savez, a une certaine réserve, voire une certaine timidité, et donc il m'a laissé le soin de répondre à cette question. Non, en fait, le fait de compléter éventuellement. Le fait que ce soit une opération qui soit rémunérée en titres ne change pas le fait que, effectivement, la différence entre le prix d'acquisition de Cuperior définitif et la valeur de l'actif net de Cuperior va constituer un goodwill qui, par ailleurs, va être analysé en détail pour identifier s'il y a des actifs immatériels, des actifs incorporels qui seraient amortissables au sein de ce goodwill. On peut présumer du fait que nous allons identifier au sein de ce goodwill un actif immatériel amortissable qui va consister à valoriser les relations clientèle qui existent au sein de Cuperior. Donc cette partie de l'écart d'acquisition sera amortie, le reste sera passé en goodwill non amortissable. Mais le fait que nous ayons payé en titre ou que nous payions en cash, en l'occurrence, n'a pas d'impact sur le fait que nous constations un goodwill. Le montant de l'earn-out de 35 millions qui est prévu au contrat, est-ce qu'il sera provisionné dans les comptes? Est-ce qu'il sera Oui, il sera il sera provisionné en fait dans les comptes. En fait, et il sera donc cet earn-out sera en fait finalement lié au résultat en fait de Cuperior au 31 mars 2024. Donc, il s'agira d'établir en fait finalement quel est ce résultat et l'earn-out sera provisionné dans les comptes en fait à la clôture de l'exercice 23-24. Il y avait d'autres mains levées dans la salle. Caroline, juste ici.
Bonjour à tous. J'aurais 2 questions. La première, je vois que le prix de référence de l'achat des actions sera à 54 €. Or, actuellement, je pense que la bourse anticipe une bonne nouvelle parce que nous prenons aussi 75% à 49 €. Donc, c'est quand même, il y a un delta de 5 €. Donc, pourquoi ce delta? Et ensuite, je vois qu'il y a un pacte d'actionnaires pendant 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, aucun de vous 3 ne pourra vendre au marché. C'est ça que je voulais savoir. Merci. Alors, le prix de 54 € a été fixé de manière toute simple. Nous avons regardé quel était le consensus des analystes quant au prix cible de l'action Wavestone au jour où nous avons annoncé l'opération. Et donc, à la fin juillet, le consensus des analystes fixait un prix cible pour l'action Wavestone de 54 €. Et c'est ce qui a amené à fixer ce prix de 54 €. Et nous allons très certainement rejoindre le prix de 54 € dans les semaines qui viennent. Il ne tient qu'à nous de délivrer les résultats qui vont permettre d'atteindre ce prix. C'est un scoop que je vous dis. Pascal se laisse de plus en plus aller, vous avez remarqué. Hein. En ce qui concerne la deuxième question, qui était, Sur le pacte d'actionnaires. Engagement de 10 ans, en fait. alors non, nous avons pris un engagement de 4 ans, de lock-up de 4 ans, qui réunit donc tous les actionnaires de contrôle du nouvel ensemble, du nouveau Wavestone, qui effectivement nous amène à ne pas bouger en dehors de la petite clause de dégressivité de respiration qui est prévue dans cet engagement de lock-up pendant 4 ans. Ensuite, en fait, nous nous engageons à plus long terme sur le fait de supporter un projet commun pour le développement de Wavestone. C'est ça qui est inscrit dans le pacte d'actionnaires. Et donc, le pacte d'actionnaires, il est là plutôt pour matérialiser le fait que nous sommes a priori des actionnaires de long terme, mais nous ne serons plus ficelés par le lock-up extrêmement strict qui va régir notre détention d'actions pendant les 4 premières années. Nous entendons pour autant rester des actionnaires de long terme de Wavestone et nous nous engageons à mettre en œuvre le projet commun que nous présentons aujourd'hui sur cette durée de 10 ans. 10 ans, ce n'est que pour commencer. C'est bien sûr, si nous en avons la possibilité, nous irons bien au-delà. Mais au départ, quand j'ai proposé à Michel un pacte d'actionnaires sur 30 ans, il m'a regardé d'un drôle d'air, donc il m'a ramené à la raison. Nous avons commencé par 10 ans. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Oui, bonjour. Moi, je pense que la fusion est nécessaire. Par contre, je me pose de plus en plus la question sur la fenêtre de tir. Est-ce que c'est vraiment le moment, avec le ralentissement qui se propose pour l'année prochaine, qui va être assez conséquent, sur les marchés financiers qui font du surplace? Est-ce que vous avez un retour des analystes financiers, des fonds? Est-ce qu'ils sont derrière vous ou pas? Le fait que l'action ne soit plus au-dessus de 50 €, est-ce qu'il y a une défiance? D'autre part, les fusions transfrontalières, c'est très bien, mais c'est assez compliqué à mettre en place, surtout avec 2 cultures d'entreprises différentes. On connaît la rigueur allemande et le latin français, enfin le latin qui n'est pas vraiment. Donc est-ce que vous avez déjà chiffré les frais de restructuration? Parce que je pense qu'il va y avoir des systèmes informatiques à harmoniser, des cultures d'entreprise à mettre sous la même bannière. Donc est-ce qu'il y a des frais de restructuration qui sont déjà chiffrés et vous pensez que ça sera relatif à partir de quand? Merci. Ce projet est vraiment un projet stratégique et de long terme. Les conditions étaient réunies pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et bien sûr, le timing n'est pas très favorable sur le plan du contexte de marché. Et nous avons préféré finalement mettre en œuvre ce projet en veillant par contre, dans la manière dont nous allons le mettre en œuvre, à ne pas provoquer trop de perturbations dans nos activités, à ne pas trop défocaliser l'attention de l'ensemble des personnes clés du nouvel ensemble qui contribuent en particulier aux ventes, de manière à finalement pouvoir réaliser ce projet dans de bonnes conditions, même dans ce marché perturbé. Et je pense que nous avons bien fait de faire ce calcul, parce que l'expérience montre que pour l'instant, malgré le ralentissement qui a marqué, parce que le second semestre de l'année 2023, ça marche plutôt bien, et chez Cuperior et chez Wavestone. Donc ça aurait été dommage finalement d'attendre des cieux plus cléments avant d'entamer ce rapprochement. D'autant que ce rapprochement nous donne finalement accès à des nouvelles opportunités chez nos clients. C'est par ailleurs un rapprochement qui fait parler de lui sur le marché,
ça donne des opportunités d'échanger avec nos clients, d'identifier de nouvelles opportunités qui pourraient intervenir, et nous comptons bien essayer de profiter du buzz créé par ce rapprochement pour capter de nouvelles opportunités et nous permettre de traverser cette période plus difficile. Mais vous avez raison, c'est quand même un point auquel il faut sur lequel il faut faire porter toute notre attention. Et donc, dans la manière dont nous avons organisé le projet de rapprochement, nous allons faire ce que nous avons appelé une loose integration, c'est-à-dire que nous allons prendre du temps pour aligner nos modèles opérationnels, pour évoluer vers des process tout à fait communs entre Cuperior et Wavestone, de manière à ne pas trop défocaliser l'énergie des personnes clés du nouvel ensemble et rester très très attentif à la bonne marche de nos opérations, ce qui va être clé dans les années qui viennent. Et en contrepartie, sur le plan des cultures d'entreprise, je sais bien que les rapprochements franco-allemands n'ont pas une superbe réputation parce que ça a souvent été difficile, les différences de culture ont été souvent difficiles à surmonter, et nous ne voulons pas paraître pécher par excès de confiance avec le management de Cuperior et particulièrement avec Carsten, mais tout nous laisse penser que malgré ces différences de culture, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous sommes d'accord sur la manière de travailler, sur le sens du collectif, sur une approche extrêmement pragmatique, sur une manière de faire les ventes et de délivrer les projets qui est tendue vers la satisfaction des clients, vers le fait d'apporter de la valeur à nos clients. Et on a pu l'expérimenter dans le cadre de notre partenariat. Donc, je dirais qu'on est plutôt assez serein pour entamer ce mariage, parce que nous avons eu une période de fiançailles qui a été finalement assez réussie. Et par contre, effectivement, toute notre attention doit être portée au fait de ne pas nous laisser emporter par un contexte économique qui pourrait être plus difficile. En ce qui concerne le côté relutif de l'opération, je vais laisser Laurent s'exprimer. Juste sur la question des frais de restructuration, comme le partageait Pascal, en fait, on est dans une logique de loose integration, c'est-à-dire finalement ne pas lancer en fait de grands projets de transformation et donc qui seraient associés en fait à des coûts très importants. Il y a néanmoins en fait un certain nombre de projets à mener, en fait, notamment du point de vue financier, de la structure en fait des systèmes d'information financiers, mais on pense qu'on peut les couvrir avec finalement les charges des deux sociétés. On n'a pas valorisé une synergie de coûts, mais néanmoins en fait on pense qu'au travers en fait finalement de certaines synergies, on peut financer en fait finalement les travaux qu'on aura à mener dans les premières années dans ce contexte d'une intégration en fait loose, en tout cas progressive, en donnant en fait finalement c'est un peu ambigu. Progressive, loose, ouais, okay. Donc progressive, en donnant en fait, je ne vais pas y arriver, ils sont infernaux, pardon, en donnant la priorité en fait au développement du business, d'où le fait d'avoir en fait finalement des frais de restructuration en fait limités. Ça nous amène finalement, et c'est ce que je partageais dans la présentation, à dire que l'opération est relutive dès l'exercice 24-25, qui sera le premier exercice en fait de consolidation complète des deux sociétés. Merci beaucoup. Juste avant de vous redonner la parole, nous avons une question en ligne d'un ancien administrateur et germanophile, Jean-François Perret. La question est la suivante. Votre stratégie de développement international va-t-elle rester très anglo-saxonne ou bien envisagez-vous aussi des actions Europe du Sud type Espagne ou Italie? Quand nous regardons les zones géographiques sur lesquelles nous pouvons apporter plus de valeur à nos clients, compte tenu de l'empreinte maintenant que nous avons en Europe continentale, il n'y a pas photo, il y a 3 zones qui se dégagent. C'est le Royaume-Uni, vous savez que nous sommes déjà engagés dans un développement assez réussi au Royaume-Uni, les États-Unis, où tout reste à faire. On a une activité qui représente à peu près 50 millions de dollars aux États-Unis, mais ça veut dire que nous sommes encore tout petits sur ce marché, donc tout reste à faire aux États-Unis, et sans doute l'Asie. Et donc notre stratégie de développement dans les années qui viennent, plus que jamais, compte tenu de l'empreinte maintenant que nous avons en Europe continentale, va être tournée vers ces 3 zones géographiques. Et l'Europe du Sud n'est a priori, pour l'instant, pas une zone dans laquelle nous ressentons un besoin fort de développer nos activités. Nous avons à nouveau des questions juste ici.
Oui, bonjour Arnaud Blouy, fidèle actionnaire de 22 ans. Je voulais savoir si Superior avait l'habitude de distribuer un dividende et si pour l'ensemble, quel sera le taux de distribution du résultat net. Est-ce que ce sera de l'ordre de 15%? Merci. Oui, Superior avait l'habitude de distribuer un dividende, sachant que Superior était une société à capital fermé. Donc les actionnaires de Superior recevaient un dividende. Nous laissons pas mal de flexibilité sur le dividende. 15% de distribution du résultat net part du groupe est en tout cas un minimum. Vous savez, on est plutôt une société de croissance, donc vu que vous êtes un actionnaire fidèle depuis 22 ans, vous avez vu que finalement le fait d'avoir un taux de distribution relativement contrôlé, voire modeste, ne nous a pas empêché de créer beaucoup de valeur grâce au réinvestissement finalement du cash dans le développement de l'entreprise. Mais nous laissons de la flexibilité dans les années qui viennent. C'est le conseil d'administration qui finalement examinera les circonstances pour décider s'il faut régler les curseurs sur ce taux de distribution du dividende. Oui, bonjour, Françoise de Rolpo, aussi actionnaire depuis des lustres. Je voudrais savoir si ce prix... Ça serait étonnant, vu votre âge, vous êtes actionnaire, vous n'aviez pas la possibilité d'investir depuis très longtemps. Mais je voulais savoir par rapport à ce prix de référence de 54 € établi en juillet sur la base du consensus d'analystes, depuis l'action, malgré le rebond d'aujourd'hui, à côté bien en dessous, était plutôt dans les 40-45. Je voudrais savoir si Cupersten a eu aussi une dévalorisation de sa valeur à peu près équivalente, et quel est l'impact de la récession en Allemagne qui dure maintenant depuis plusieurs trimestres sur la valorisation de Cupersten. Et deuxième question, est-ce que le développement international va entraîner un changement du nom de Wavestone? Très bien. Tout d'abord, sur le premier aspect, donc effectivement, l'évolution du cours de Wavestone a été, a suivi un petit peu l'évolution du prix des small caps, même si on a beaucoup mieux résisté que l'indice Mid and Small, qui est en territoire légèrement négatif depuis le début de l'année 2023, alors que Wavestone, jusqu'à hier, progressait de 10% en year-to-date. Mais pour autant, effectivement, après avoir atteint les 54 € après l'annonce du deal, on a été emporté par le marché très mauvais sur le marché des mid and small. Ça n'a pas eu d'impact sur les paramètres du deal parce que tous les paramètres étaient fixés à la fin du mois de juillet. Donc, les actions Wavestone qui sont remises aux actionnaires de Superior, elles sont remises sur la base d'un prix de l'action Wavestone de 54 €, même si le prix de marché est plus faible que cela. Donc il n'y a pas eu, du fait de la baisse de l'action, il n'y a pas de dilution supplémentaire pour les actionnaires de Wavestone, et il n'y a pas non plus d'évolution à la baisse du prix de Superior, sachant que la seule variation qu'il peut y avoir sur le prix d'acquisition de Superior, c'est l'earn-out qui a été prévu. Et donc, c'est en fonction des résultats atteints au 31 mars 2024 qu'effectivement, nous serons amenés à payer un earn-out pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros. Mais en dehors de cette fluctuation liée aux résultats au 31 mars 2024, tous les paramètres de la transaction n'ont pas été impactés par l'évolution du cours de l'action de Wavestone, ou une évolution corrélative de la valeur de Superior qui, si vous avez pu parcourir le document d'exemption, qui est toujours calé exactement sur le business plan qui a présidé à l'élaboration finalement de la valorisation. Donc malgré un marché qui est à peu près aussi perturbé en Allemagne qu'il l'est en France, c'est-à-dire un ralentissement assez marqué, mais pas de catastrophe et pas de trou d'air extrêmement marqué, et que Superior a continué à être sur une trajectoire dynamique en termes de croissance, avec une rentabilité qui est conforme à ces ratios historiques. Dans le cadre de notre projet de rapprochement, nous sommes posés effectivement la question du nom de ce nouvel ensemble, et nous sommes tombés d'accord pour dire que le nouvel ensemble garderait le nom de Wavestone. Alors il garde le nom de Wavestone, mais ça ne sera plus Wavestone, ça va être un nouvel ensemble élargi,
plus internationale, une nouvelle gouvernance, on l'a évoqué tout à l'heure, et une nouvelle équipe de direction. Et par contre, on va capitaliser sur la marque Wavestone compte tenu de son capital, je dirais, établi sur les marchés sur lesquels Wavestone est présent, et de son capital établi auprès de vous, actionnaires et investisseurs. Et donc, il est prévu que au mois de mai ou juin de l'année prochaine, les activités de Cuperior basculent sous le nom Wavestone. Nous allons avoir pendant quelques mois une identité de transition dont vous avez pu d'ailleurs voir apparaître sur les slides qui ont été présentés tout à l'heure. Mais nous basculerons ensuite tous sur le nom Wavestone avec sans doute, par contre, pour matérialiser ce changement, une évolution de la charte graphique et de la manière de présenter Wavestone. Est-ce que nous avons d'autres questions? Une question au premier rang. On va te donner un micro, Pierre. Merci. Oui, Pierre Allard. Il a été abordé tout à l'heure l'avis des analystes. Peut-être que ça serait utile d'en parler. Merci Pierre, c'est effectivement un élément auquel nous n'avons pas répondu. Les analystes ont été extrêmement positifs sur cette opération. Les commentaires des analystes, c'est d'abord cette opération ne les a pas surpris. C'est une opération que nous avions laissé entendre en disant qu'elle pourrait intervenir au moment où nous avions lancé le plan Impact en 2021, en disant si nous avons la possibilité de réaliser une opération transformante pour accélérer l'internationalisation du cabinet Wavestone, nous saisirons cette opportunité. Donc elle était, je dirais, déjà bien intégrée comme une éventualité par les analystes et elle leur a paru faire beaucoup de sens. Ils ont en particulier apprécié à la fois la complémentarité géographique des deux cabinets et la proximité de métier qui leur paraît faire beaucoup de sens. Ils ont par ailleurs salué le fait que ce soit deux cabinets qui se connaissent bien, qui se marient ensemble. Ça leur paraît de nature à diminuer les risques potentiels liés à cette fusion. Et enfin, le troisième paramètre qui a été vraiment plébiscité par les analystes, c'est la structure de la transaction, avec un engagement très fort des actionnaires majoritaires de Cuperior dans le nouveau projet, avec le fait que nous constituons une action de concert dans laquelle nous partageons finalement maintenant à trois le destin de Wavestone, ce qui est un gage de profondeur de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes dans l'internationalisation du cabinet, qui était finalement le chaînon manquant, la pièce manquante pour eux dans la réussite de Wavestone à long terme. Et donc, cette structure de transaction, l'action de concert et le pacte d'actionnaires de 10 ans ont été des paramètres qu'ils ont plébiscités. Donc, un avis très positif de la part des 4 analystes, des 5 analystes, à vrai dire, qui suivent Wavestone. J'espère que cet avis aura été suivi par des actionnaires institutionnels qui se prononceront dans quelques minutes, dans le cadre de cette assemblée. Merci Pierre. Oui, nous avons une nouvelle question ici. Monsieur, on vous rapporte le micro. Oui, pour revenir, moi j'ai connu Solucom, là, donc visiblement on va passer en première division. Donc je voudrais savoir, pour faire une image du secteur, en fait, on va être confronté à quel genre de groupe en face? Est-ce qu'il va y avoir les Big Five qu'on appelait une époque, ou pas, parce que la concurrence, voilà, pour situer le secteur, quoi. Je dirais qu'en synthèse, notre panorama de compétiteurs, je ne dirais pas qu'il va changer, mais je dirais qu'on va être plus fort pour y faire face. Notre panorama de compétiteurs, on va dire, ce sont les Big Four que vous avez cités. Ce sont des grandes ESN, mais avec des activités de conseil assez puissantes, comme Accenture, comme Capgemini. Ce sont également des sociétés de conseil indépendantes ou pure players comme nous, type Bearing Point, type SIA, pour parler du marché français. Donc ce panorama-là ne va pas changer. Par contre, face aux grands acteurs internationaux, en particulier les Big Four, en particulier les grands acteurs ESN que j'ai cités, Wavestone dispose maintenant d'atouts supplémentaires par son internationalisation, par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour y faire face. Est-ce que nous avons une peut-être dernière question? Pas de questions en ligne.
Dernière question pour Joël Nadjar. Sois gentil, Joël. Hein. Bonjour, Joël Nadjar, donc actionnaire ex-salarié. Quand on regarde le profil d'activité de Cuperior, il y a une activité d'intégration de systèmes de développement informatique importante qu'on ne retrouve pas chez Wavestone, cœur en France. Est-ce que justement le développement de systèmes, l'intégration de services sera un relais de croissance pour Wavestone global, en France bien sûr, mais aussi dans le monde anglo-saxon? Oui, c'est clairement, comme tu le sais, Joël, c'était un sujet sur lequel Wavestone était historiquement très frileux parce que le marché de l'intégration de systèmes en France est un marché très compétitif sur lequel, par ailleurs, il y avait une certaine tendance à la banalisation des compétences. Mais finalement, Cuperior montre la voie de projets d'implémentation sur lequel Cuperior garde un très fort niveau de valeur ajoutée. C'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à pressentir depuis quelques années sur le marché français, d'où des premiers mouvements qui ont été faits autour de Salesforce, autour d'Office 365, en se rapprochant plutôt de l'implémentation des solutions. Le digital, l'évolution vers des méthodes agiles, commence à rendre plus difficile le fait de finalement faire une césure nette entre le conseil et l'implémentation. Parfois, d'ailleurs, ça n'est pas adapté aux besoins, en particulier dans les projets très digitaux. Ça n'est pas adapté aux besoins des clients qui ont besoin sur des cycles rapides de passer de l'idée à l'implémentation. Et donc, clairement, effectivement, ce rapprochement sur les activités historiques de Wavestone va avoir un impact qui est graduellement d'aller vers des prestations dans lesquelles l'implémentation à forte valeur ajoutée va commencer à jouer un rôle plus important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Écoutez, je ne vois plus de mains levées. Je propose de reprendre la main pour la suite de cette Assemblée générale. Bien, écoutez, chers actionnaires, merci pour toutes vos questions et n'hésitez pas tout à l'heure, après cette Assemblée générale, en fonction du résultat de vos votes, il pourrait y avoir un cocktail et donc nous pourrons poursuivre les échanges. Nous pourrons poursuivre les échanges à cette occasion. Je vais donc maintenant annoncer le quorum définitif. Le quorum a encore un tout petit peu progressé depuis tout à l'heure. Donc nous avons aujourd'hui 960 actionnaires présents ou représentés au sein de cette Assemblée, qui représente au total 18 032 408 actions, ce qui représente un quorum de 90,73%, donc les quorums requis pour statuer en Assemblée générale ordinaire, qui sont un quorum de 20%, ou en Assemblée générale extraordinaire avec un quorum de 25%, sont bien sûr très largement dépassés. Merci à tous de votre participation à cette Assemblée. Merci surtout d'avoir apporté votre support à ce projet. Merci à tous.